Bonjour à toutes, bonjour à tous. La grande tribune de la présidentielle reçoit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes le candidat de l'Union populaire. Vous venez de faire paraître l'Avenir en commun, le programme pour l'Union populaire. Je le montre à la caméra. Vous le vendez 3 €. 600 ou presque 700 mesures, 694, très précis. C'est un programme qui, on verra s'il deviendra un programme commun de la gauche. On en parlera avec Marc Endevel. Bonjour Marc. Bonjour. Qui m'accompagne à chacune de ces grandes interviews politiques avant la présidentielle. Alors on va parler avec vous bien sûr de la présidentielle, mais bien sûr aussi du contexte dans lequel elle se déroule, et on voudrait profiter de votre présence peut-être pour essayer de regarder le monde tel qu'il va ou ne va pas. Alors pour commencer justement ce retour, Jean-Luc Mélenchon, de la crise Covid, on n'attendait pas forcément cette 5e vague, voire cette 6e, puisqu'on parle d'un nouveau variant. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on va vivre dans une forme de pandémie permanente? Est-ce que ça va devenir endémique? Et faudra-t-il se vacciner chaque année, comme c'est le cas pour la grippe? Oui, vraisemblablement. C'est ma thèse depuis le départ. D'abord parce que tous les virologues disaient que les épidémies de cette nature fonctionnent par vagues, ce qui m'a valu quelques commentaires sarcastiques au début lorsque je disais il y aura une 2e vague, donc apprenons vite maintenant. Tirons toutes les leçons de la première pour faire face. Ça n'a servi à rien parce que structurellement, ceux qui dirigent le pays ne sont pas des maîtres des horloges, ne jouent pas avec le temps long. Or, le temps long, c'est celui de la nature, c'est celui des cycles humains. Alors oui, la pandémie est dorénavant permanente, d'abord parce que ses causes, pas une n'a changé. Quelle est la cause de la pandémie au départ? Bien sûr, c'est un virus. Mais ce virus n'existe pas tout seul, il existe dans un contexte social et à cause de lui. Je veux dire qu'il n'y a pas de virus s'il n'y a pas d'élevage intensif qui transmet par zoonose le virus des animaux sauvages, lesquels ont été expulsés de leur habitat par un modèle particulier de culture. Voilà, donc le phénomène a une racine sanitaire, évidemment, écologique, évidemment, et au point de départ, social. C'est parce qu'il y a ce type d'occupation du sol qu'il y a ce type de transmission. Et depuis le début de la pandémie, j'achèverai là-dessus, pas une seule décision n'a été prise concernant les fermetures d'élevage intensif. C'est le contraire, ça continue. Et on vient d'avoir cette semaine une nouvelle démonstration, puisque la grippe aviaire apparaît en France dans un élevage de 160 000 poules. Peut-on appeler ça encore un élevage? Pas plutôt une usine. Les fermes-usines sont une des causes essentielles des pandémies. Et comme le modèle capitaliste de l'agriculture ne changera pas, donc la pandémie sera permanente. Voilà. Peut-être pour continuer sur cette élection présidentielle, va se dérouler donc en pleine nouvelle épidémie, probablement, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que le pass sanitaire reste une bonne solution pour éviter de fermer les frontières? On voit que certains pays commencent déjà avec ce nouveau variant à refermer les frontières, avec un vrai danger sur une rechute de l'économie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et puis il y a cette question majeure de la vaccination dans les pays pauvres, les pays en voie de développement, parce que pour se débarrasser d'un tel virus, il faudrait vacciner 7 milliards d'humains. Oui. Alors commençons par dire que le pass sanitaire n'a jamais été une protection et ne le sera jamais. Pourquoi? Parce qu'il a été imposé en France pour obliger les gens à se vacciner, alors que la consigne mondiale est que la vaccination ne peut pas être obligatoire. Je ne porte pas d'appréciation sur tout ça, je pars des faits. Dès lors que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on ne doit pas obliger, mais convaincre, non pas contraindre, mais convaincre, si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, on s'en prend au pas convaincant et pas au pas convaincu, normalement. Hein. C'est pas ce qui se passe. Bon, alors le pass sanitaire, pourquoi n'est-il pas une bonne solution? C'est qu'il vous donne l'illusion de la sécurité. Parce que pour avoir le pass sanitaire, il faut vous vacciner. Tournons pas autour du pot. Les tests, ça n'est pas dans vos moyens ni dans les miens de faire un test tous les jours à 40 €. Bon, donc c'est pas possible. Donc la seule solution pour avoir le pass, c'est d'être vacciné. Or, la vaccination ne vous garantit pas de ne pas être contaminé. Et si vous êtes contaminé, vous êtes donc contaminant pour les autres. Donc le pass sanitaire n'est pas une solution. Mais la vaccination réduit les risques de maladies graves. C'est certain, moi-même je suis vacciné pour cette raison. J'ai fait une évaluation rationnelle et je me suis dit, il vaut mieux pour moi être vacciné que de ne pas l'être. Mais pour autant, je sais que je reste en danger. Comme vous. Et là d'ailleurs, nous sommes dans une situation dangereuse. Bien.
Le seul moyen que vous ayez, vous ou moi, de savoir à quoi s'en tenir, c'est de faire un test. Or, c'est précisément ce que le gouvernement a voulu rendre impossible en supprimant la gratuité. Donc la première des choses à faire, c'est la gratuité, le retour à la gratuité du test, notamment à la veille des réveillons. Vous savez que c'est quand même, si la France républicaine a un rite commun, c'est la trêve des confiseurs. Hein. Le réveillon, tout le monde le fait, quelle que soit sa religion. Celui de Noël et celui du premier de l'an. Et s'il y en avait un troisième derrière, il aurait lieu pareil. Bon. Donc, on va avoir des réunions de famille, enfin, toutes les choses normales de l'activité humaine. Mais il faut que chacun puisse se comporter responsablement. Comment pouvez-vous le faire si vous demandez 40 € pour vous assurer de savoir si vous êtes contaminé ou pas? Et surtout, quand vous n'avez rien organisé pour faire face à une soudaine poussée, mettons que tous les Français se disent « moi, je ne veux rien savoir, pour le réveillon, je veux mon test, hein, donc j'y vais ». Est-ce que vous pourriez tous être satisfaits 24 heures avant? Non. Donc rien n'est organisé, le foutoir est garanti, ainsi que la transformation en foyer de contamination des deux réveillons. Que faut-il faire à partir de là? D'abord commencer par, oui, fermer les frontières depuis les pays où la contamination est en fait. C'est une mesure de précaution élémentaire. Ça durera quelque temps, mais mieux vaut ça que de se retrouver face à une crise que plus personne ne maîtrise. Deuxième élément, enfin comprendre que prendre modèle sur des sociétés que l'Europe a tendance à mépriser ou à regarder de haut. Mais toute l'Afrique vit avec des pandémies depuis des générations. Et elle a donc appris à faire face par des précautions quotidiennes, par le lavage des fruits. Je m'en souviens, lorsque j'étais enfant, on nettoyait tous les légumes au permanganate de potassium, alors l'eau devenait violette, et nos parents nous invitaient à regarder ça, et comment on faisait, et tout ça. Donc, il faut apprendre à vivre avec, donc la permanence des gestes barrières, le port du masque, les sociétés par roulement, les salles de classe par roulement, les purificateurs d'air, tout ce qui n'est pas fait en ce moment doit être fait. Et évidemment, au milieu de tout ça, encore une fois, les mesures qui permettent une prévention sérieuse. Alors aucune leçon n'a été tirée des précédentes vagues. Moi je le déplore, d'autant que les Insoumis, sous la conduite de Mathilde Panot et d'Éric Coquerel, ont fait une commission, nous-mêmes, nous avons fait une commission d'enquête, et il y avait plein de solutions qui sont trouvées par les gens qui s'en mêlent, qui sont occupés de tout ça, et aucune n'a été retenue. Par exemple, sur les lieux de travail, messieurs, je ne sais pas si vous avez eu une réunion pour savoir quelles sont les meilleures conditions de travail dans ce studio, mais je pense que ceux qui savent le mieux ce qu'il faut en penser, c'est vous, parce que c'est vous qui pratiquez. C'est pas quelqu'un qui, depuis l'extérieur, va vous dire « faites ci, ne faites pas ça ». Bon. Donc moi, j'étais pour qu'il y ait des assemblées de travailleurs sur les lieux de travail pour dire quelles sont les meilleures conditions, connaissant le mépris d'une manière générale pour les conditions de travail, puisque, comme vous le savez, il y a 565 morts sur le lieu de travail, 1200 par maladie professionnelle tous les ans, et que nous nous concentrons sur les événements liés à la sécurité dans tel ou tel quartier, plutôt que de nous intéresser au phénomène de masse. Donc, que voulez-vous que je vous dise, sinon qu'il en va de la crise sanitaire comme de tout le reste. Il y a un regard, une manière de la traiter comme phénomène humain et sociologique qui dépend, suivant le balcon où on observe. Alors, ceux qui sont les propriétaires du capital regardent ça pas tout à fait de la même manière que celui qui est directement concerné par une contagion possible. Marc, peut-être sur les aspects plus géopolitiques. Oui, enfin avant, on reviendra sur la campagne, mais vous avez déclaré que vous craigniez que l'esprit public soit obsédé par les questions de sécurité sanitaire dans le cadre justement du débat politique dans les prochains mois, prochaines semaines. C'est quelque chose auquel vous avez réfléchi en termes de stratégie politique? Oui, depuis le début. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons démarré très tôt notre campagne, c'est que nous savions que nous serions jusqu'au bout dans l'incertitude. Et dès lors, il ne fallait pas compter pour construire une opinion publique qui nous soit favorable, ou pour nous, qui est plus difficile à construire. Pourquoi? Parce que ceux qui défendent l'ordre établi et proposent ici ou là une amodiation ont moins de travail à faire pour en convaincre les gens que des gens comme nous qui expliquent qu'on va en passer par la planification écologique, des grands changements, la 6e République, etc., la constituante. Donc il nous faut plus de temps pour... C'est une autre stratégie de combat, qui est de ancrer les convictions et de fabriquer par
comme on fabriquerait en partant du centre vers l'extérieur un oignon, hein, par couches successives, une opinion stable et ferme, capable de résister aux coups qui nous seront portés en fin de campagne, parce que nous savons que c'est maintenant devenu une tradition, et que, bon, la France y est entrée avec une certaine gourmandise. La dernière fois, c'était l'affaire Fillon, 4 semaines de débat sur la situation de M. Fillon plutôt que sur son programme. Il était impossible de parler quoi que ce soit d'autre. Je me souviens en 2012, en janvier et février, nous avons eu pratiquement 1 mois de discussion sur la viande halal, alors qu'était en train de se voter le mécanisme européen de stabilité financière. Donc il y a une capacité de la classe médiatique à fabriquer des diversions qui est absolument extraordinaire. Et comme aujourd'hui, tous les grands appareils de transmission des convictions politiques étaient autrefois l'organisation syndicale, la mutuelle, les associations, les grands syndicats. Vous n'avez pas idée de ce qu'était le syndicat national des instituteurs avant sa dissolution. Il faut vous rendre compte qu'ils éditaient des livres. Hein. Donc ces grandes machines à fabriquer des convictions et des grands ensembles idéologiques ont disparu. Et donc tout le pouvoir est maintenant à ceux qui peuvent, par un effet de sidération quotidien, c'est l'information en continu, fabriquer des événements qui obstruent l'esprit public, empêchent de réfléchir et proposent à longueur de journée des sottises qui le lendemain sont démenties, puisque la machine faire et défaire, c'est toujours faire. Alors oui, la campagne sous Covid est très compliquée. Pourquoi? Parce que si elle conduit à interdire, il faut comprendre la psychologie de masse, hein. L'art de faire campagne, c'est un art. Nous avons besoin de grands rassemblements. Nous avons besoin de faire à nous-mêmes des démonstrations de force. Vous prévoyez un grand meeting le 5 décembre, oui, à la Défense. Oui, alors oui, mais combien de temps va-t-on encore pouvoir faire des meetings? Déjà, je voudrais dire au passage que c'est pas simple. Hein. Pour le 5 décembre, il n'y avait pas une salle à un taux accessible, hein, un prix accessible, dans toute la région parisienne. La démocratie est devenue horriblement chère. Et puis on devait aller au Zénith, mais on nous a dit c'est pas possible, toutes les salles sont occupées. Et 2 mois après, nous apprenons que si, il y a quand même une salle de libre, mais c'est pour M. Zemmour. Alors, bon, nous, ça nous fait un peu rigoler, parce que donc ça montre que l'affaire a été prévue depuis longtemps. Mais je reste sur votre question. Oui, il y a une difficulté. Si nous sommes privés de cette capacité de démonstration de force à nous-mêmes, surtout quand la campagne qui nous pilonne, hein, depuis maintenant 3 mois, avec la complicité stupide de gens qui n'ont jamais pratiqué une seconde de stratégie politique, c'est que toute une petite gauche est là, jaspinant. Oui, si nous ne sommes pas unis, tout est perdu. Alors, comme nous ne sommes pas unis et nous ne le serons pas, donc tout est perdu. Et eux-mêmes contribuent à creuser le trou dans lequel nous sommes censés tomber. Donc nous avons besoin de démonstrations de force. Ce n'est pas les sondages qui vont nous les donner, puisque eux ne comptent que les gens qui sont sûrs d'aller voter, c'est-à-dire de 1 à 0, hein, pardon, de 10 à 0. Si vous êtes à 10, vous êtes compté. Si vous êtes à 5, non, vous n'êtes pas compté. Si bien que ce sont d'abord les milieux populaires qui disparaissent. Nous sommes donc sous la pression d'une machine à résigner. Faire dire, bon, ça sert à rien, de toute façon c'est perdu, et puis d'ailleurs ils sont divisés, puis on nous le répète, et blablabli, et blablabla, donc on ne fait rien. Et comme on ne peut pas se réunir, et comme on n'a pas d'action de masse possible, eh bien, on serait vaincu avant d'avoir commencé. C'est ce que j'ai prévu depuis le début, c'est pourquoi je me suis dit, on démarre tôt, on fait des meetings, nous avons expérimenté des méthodes pour pouvoir faire des meetings en ligne. Ça n'a pas... Vous êtes très créatif sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Oui, partout. Parce vous pensez que c'est la nouvelle façon moderne de faire campagne au temps de la pandémie ? Non, c'est le seul moyen dont nous disposons pour contourner l'officialité médiatique. Bon, je ne dis pas que ce soit efficace à 100%, l'officialité est nécessaire. On ne peut pas se priver d'aller dans des émissions de télévision sur des chaînes qui se captent directement sur son écran. Tout le monde n'a pas encore compris qu'avec son téléphone, on peut passer directement sur son écran de télé. Alors il faudra un certain temps avant que tout le monde ait cette pulsion, et donc à ce moment-là, on aura définitivement vaincu l'officialité, puisqu'on pourra complètement la contourner. Bon, d'ici là, c'est pas encore le cas, donc il faut être présent partout à la fois, et on ne peut pas dire... Bon, voilà, alors en plus, on a un énorme appareil contre nous, le seul qui compte dans cette campagne, le vrai adversaire, c'est M. Macron, avec à sa disposition beaucoup de sympathie dans bien des milieux médiatiques, et puis l'énorme appareil gouvernemental qu'est le soi-disant service public, qui, du matin au soir, déverse de la propagande gouvernementale, traîne dans la boue tout ce qui n'est pas d'accord avec le chef. Il suffit de regarder une seule de ces émissions pour se rendre compte que ce n'est pas fait pour
comme on est là, vous voyez, vous me laissez parler, vous ne m'interrompez pas toutes les 2 secondes, ça vous paraît courtois et normal, moi aussi, c'est absolument inenvisageable sur une quelconque chaîne du service public, où je suis coincé au 3e mot. Alors on va quand même vous interrompre sur une, puisque vous commencez à parler de stratégie politique, on voulait en parler à la fin, mais c'est vrai que ce sujet est important, vous avez fait 11% en 2012, 19 et des poussières, grosses poussières en 2017, vous étiez 4e les 2 fois, cette fois-ci vous êtes en tête, vous allez sans doute virer en tête autour de 10 points selon les sondages, en tout cas vous êtes sur cette crête-là pour cette élection-là. Quelle stratégie voulez-vous aborder pour essayer de rassembler votre camp? Votre camp est divisé comme jamais, et j'allais dire, il est plus faible qu'il n'a jamais été. On a rarement vu la gauche, quand on additionne, faire un score aussi faible en France. Parce que c'est pas un camp. Pourquoi est-il faible? Parce que c'est pas un camp. Vous avez là-dedans des néolibéraux assumés, qui sont les socialistes, en France comme dans toute l'Europe. Hein. Vous avez des gens qui sont des fédéralistes européens, donc pour qui l'État-nation n'a pas de sens, et sa disparition serait une bonne chose, donc ils sont d'ailleurs organisés pour ça. C'est pour le cas des écologistes. Des gens pour qui la victoire n'est pas un sujet. Je pense à mes camarades du Parti communiste qui ont fait un choix de candidature de témoignage. Donc tout ça ne fait pas un camp. Et d'ailleurs, tout ça, comme vous le dites vous-même, n'influence que finalement peu de monde. Mais ça, c'est d'après ce que les sondages nous montrent, c'est-à-dire d'après les gens qui sont décidés à aller voter. Les gens qui sont décidés à aller voter sont essentiellement les gens qui votent d'habitude. Donc c'est un secteur de la population socialement très typé, et qui évidemment ne nous est pas favorable. J'ai donc pris le problème par l'autre bout, puisqu'on ne pouvait pas avoir d'accord au sommet, pour des raisons valables. Et pour des raisons qui, si nous venions à les mépriser, nous détruiraient. Supposez que je retourne m'accorder avec Madame Hidalgo pour dire, bon, mais pour qu'on s'accorde, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Donc, pas question de ceci, pas question de cela, pas question de changer les institutions, que les socialistes approuvent, pas question de rétablir tel ou tel impôt. Bon, bref, on ne parlerait de rien. Et on viendrait, on disait, mais regardez, nous sommes unis. Et les gens diraient, mais c'est bien ce qu'on vous reproche. Parce que nous ne croyons pas à ce que dit l'un ou à ce que dit l'autre. Donc vous vous mettez ensemble, vous faites donc semblant. Donc vous n'êtes pas crédible. L'unité dans des conditions pareilles tuerait notre crédibilité. Cependant, j'ai essayé. Mais je sors pas de l'œuf. Donc on ne m'amuse pas avec des petits chiffons et des rubans. J'ai proposé le Front Populaire, puis la Fédération Populaire, on m'a envoyé balader. Nous sommes entrés dans les élections régionales et départementales en disant, puisque l'essentiel n'est pas engagé, les institutions, l'Europe et les finances, faisons des listes communes. On m'a également envoyé non seulement balader, non seulement, quand j'ai proposé au Vert, toutes les têtes de liste, sauf une pour nous, non seulement ils nous ont envoyé balader, mais ils nous ont même exclu des listes, ce qui fut le cas dans la région PACA, où le danger d'extrême droite était le plus grand. Ça ne les arrêtait pas. Et dans leur sectarisme. Donc j'ai parfaitement compris le message. Je l'ai retenu et on s'est organisé comme on l'avait fait en 2016, c'est-à-dire drapeau et musique en tête, nous allons essayer de convaincre. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre en démocratie à part convaincre? Et la bonne chance qu'on a eue, la méthode a été assez joliment jouée par nous et en particulier par Manuel Bompard qui est le directeur de la campagne, c'est qu'il fallait faire la preuve que ça avait un sens majoritaire, l'Union populaire. Il a donc décidé d'utiliser l'outil qui est cru par les médias comme étant la vérité à l'état pur, de faire des sondages. Donc il a fait faire des sondages sur toutes les mesures, les principales mesures du programme. Et là on découvre des 70%, 80% favorables. Donc la question qui se pose n'est pas l'unité des étiquettes et des logos. La question qui se pose, c'est pourquoi alors qu'on a un programme dont le contenu est approuvé par une telle majorité de Français, cette majorité ne se constate pas d'ores et déjà dans les programmes. Et c'est là que va être toute la difficulté de notre travail. Donc, dès le mois d'août, j'ai annoncé. En plus, moi, c'est toujours simple avec moi, j'écris tout ce que je pense et je raconte dans les discours tout ce que je fais. Donc, aux amphis d'été, j'ai expliqué comment on allait s'y prendre. J'ai dit, plus il y a une abstention forte, moins c'est bon pour nous. Moins il y a d'abstention, meilleur c'est pour nous. Et dans les quartiers populaires. Donc, nous avons concentré toute notre logistique sur les caravanes dans les milieux populaires, le porte-à-porte en milieu populaire, la création de référents par immeuble, partout où on peut, de gens qui se déclarent comme ça. Voilà
ce qui est notre stratégie de campagne, faire voter les milieux populaires. S'ils votent, notre chance est immense de gagner. C'est-à-dire d'arriver au deuxième tour et ensuite advienne que pourra. S'ils ne votent pas, nous sommes perdus. Justement, pour la qualification stratégique au second tour, vous pensez que les forces, et comme les écologistes, seraient capables de se retirer si vous êtes en première position, dans la dernière ligne droite? Je ne sais pas, j'y compte pas. Je sais qu'ils ont été capables de le faire pour les socialistes, mais il y a eu une telle diabolisation à dessein. Nous étions les plus forts, il fallait donc créer une ambiance. Alors j'ai été personnellement diabolisé de toutes les manières possibles. Sur 40 secondes dans une perquisition, on a eu droit à mes yeux exorbités, sans qu'une seule fois quelqu'un se soit demandé si c'était normal qu'il y ait 100 personnes qui nous perquisitionnent, sans qu'une seule fois on se soit demandé ce que cet homme m'avait dit, qui était d'ailleurs d'extrême droite. Le gars que vous voyez avec sa barbe, c'est un type d'extrême droite, on sait qui c'est. Alors, maire, justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu... moi, je vous ai vu dans plusieurs émissions, dans des grandes chaînes. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans une stratégie de dédiabolisation? Est-ce que le Jean-Luc Mélenchon qu'on voyait, le couteau entre les dents, le Che Guevara, enfin non, ça c'est Bruno Le Maire sur les salaires, donc en tout cas le Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qu'on a connu, est-ce que vous n'avez pas déjà mis de l'eau? C'est plus le un peu bruit et la d'eau dans votre fureur. vin? Est-ce que vous n'êtes pas dans un dialogue, notamment je pense sur l'économie, on a vu plusieurs débats où vous avez parlé à des chefs d'entreprise, de PME, industriels, et il y avait un vrai échange, y compris sur des sujets où ils n'étaient pas forcément d'accord, mais où vous aviez un vrai échange et vous allez expliquer, comme vous connaissez la filière bois, etc. Oui, pas mal en plus. Est-ce que c'est une stratégie de dédiabolisation de votre part? Non. Un peu quand même. Non, parce que d'abord je ne suis pas ma caricature, pardon de vous le dire. Mais comme on n'a jamais, beaucoup n'ont pas vraiment fait attention, ni à d'où je venais, qu'est-ce que j'ai fait, et comment j'évolue. On s'est arrêté à des effets de tribune, parce que c'est normal en plus, si vous voulez. Vous êtes un peu un tribun. Pas un peu, beaucoup, puis j'en suis fier. Non, mais j'en suis fier. C'est ma tradition historique. Alors des fois, je me perds et je surestime la culture de mes adversaires. Quand je dis ma personne est sacrée, pour moi, qui ai fait du latin, qui ai étudié la situation, la civilisation romaine, je m'identifie au tribun du peuple. La République, c'est moi. Ben oui, c'est le tribun du peuple. Non, là, c'était un peu plus compliqué. Mais le tribun du peuple, c'était dans la Rome antique un crime devant les dieux d'attenter à sa vie, hein, ou de l'empêcher d'agir. Bon, tout ça est un peu romanesque, et je reconnais que j'aurais pas dû penser que mes concurrents, mes adversaires connaissaient l'histoire. De même que le jour où j'ai dit « le bruit et la fureur », ça renvoyait « je suis le bruit et la fureur, le fracas de mon époque ». Je le disais parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de douce confiserie dans l'élite économico-politique qui pensait que tout allait bien et finirait par s'arranger. Moi, je disais, vous êtes complètement fous. Le monde roule à une inégalité telle que ça va être violence partout. Et je dis, je suis le bruit et la fureur. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment ai-je fait pour ignorer que la plupart de ceux qui m'entendraient ne savent pas que c'est le titre d'un des plus grands romans modernes, de la littérature moderne, de William Faulkner, qui s'appelle Le bruit et la fureur. Et c'est tiré d'un vers de Shakespeare. Je croyais que c'était su dans ceux qui ont... Mais personne n'en sait rien. Et j'ai même entendu un jour un journaliste, ça m'a bien fait rire, qui a dit « ce type est fou, il veut être le bruit et le fureur ». Alors je me suis dit, bon là on a touché le fond, mais ça m'a fait rire. Alors voilà, après le temps passe sur tout le monde et sur moi aussi. J'ai 70 ans, attendez-vous moi à me voir faire des sauts périlleux arrière. Alors est-ce qu'on a un nouveau Jean-Luc Mélenchon un peu devant nous dans cette campagne? Est-ce que on est tous plus sages, plus apaisés, dans un monde de fureur dont on va parler justement? Ah oui, un autre regard sur vous dans ce monde de fureur? Je sais pas, mais moi ce que je sais, c'est que je ne joue pas la comédie. Je suis tel que je suis à chacune des étapes. Et aujourd'hui, c'est vrai, si vous voulez, qu'en voyant monter cette extraordinaire vague de haine contre les musulmans, quelque chose s'est réveillé en moi qui était enfoui et qui tient à mon enfance. Dans le Maghreb, à la période de la décolonisation et de cette énorme cohue dans laquelle je me suis trouvé pris à l'époque, ne comprenant rien à mes 10-11 ans, qui a été le départ du Maghreb. Moi, je partais du Maroc où il n'y avait aucun problème particulier, mais toute ma famille d'Algérie. Et si vous voulez, tout ça m'a ramené à l'idée que comment faire en sorte que ça ne recommence pas,
pardon, je ne veux pas mal parler à propos de l'Algérie, ce n'est pas le sujet, elle est indépendante, et c'est bien comme ça, et c'est eux qui avaient raison. Mais je ne veux pas qu'on retrouve dans ce pays les doses de haine que j'ai pu voir se créer par des gens qui étaient braves, les miens, ma propre famille, les hommes qui étaient mes modèles d'esprit, d'aventure, d'entreprise, qu'ils avaient tout d'un coup se transformant dans ces gens hargneux, contre lesquels, heureusement, j'ai été protégé par mon éducation. Mais je ne veux pas que ça recommence ici. C'est-à-dire que des jeunes gens qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, se sentent rejetés par la communauté nationale, comme nous l'avons été, nous, jeunes pieds noirs, quand nous sommes arrivés ici. Bon, c'était l'horreur, quoi. Ils nous prenaient tous pour des colons, ils nous insultaient, enfin, c'était affreux. Donc, je ne veux pas ça. Et oui, ça me rend plus... ça me pousse à dire, doucement, mollo, là, vous êtes en train de sortir du cadre. Apaiser. Oui, plutôt. C'est un mot qu'on ressent dans cette campagne. Hein. Ben, moi, entre ceux qui veulent diviser et ceux qui veulent... moi, je sens ça comme ça. Je sais que si vous laissez sortir cette patte-là du tube, vous ne la ferez plus rentrer. Donc, il faut faire ce qu'on peut, chacun à sa place, pour éviter que ça dégénère. Sur la fureur du monde décrite par Philippe Mabille, vous avez dit également récemment que les questions de sécurité et de défense étaient généralement maltraitées ou peu traitées dans les élections, et notamment l'élection présidentielle. Vous aviez, il y a 5 ans, expliqué, souhaité une sortie progressive de l'OTAN. On a vu, comme sur d'autres sujets que vous aviez évoqués à l'époque, on va dire que les thématiques vous ont rattrapé. Donc il y a Emmanuel Macron qui a évoqué durant son mandat que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il y a un premier débat, on va dire un début de débat sur la question de l'OTAN au niveau de la question des sous-marins français qui auraient dû être vendus en Australie. Donc on sent que sur plusieurs sujets, notamment sur les questions de défense et de sécurité, vous allez peut-être pouvoir porter ces questions-là davantage. En tout cas, ces derniers mois, si je reviens à la question de l'OTAN, dans les milieux de défense, notamment français, la question est de nouveau sur la table. Et plus largement, sortir progressivement de l'OTAN, quelle solution alternative pour la sécurité de la France, quelle alliance possible dans le monde actuel. Vous évoquez une entente altermondialiste dans votre programme. Ça signifie quoi et dans le choc États-Unis-Chine, en gros, où est-ce que la France peut se placer là-dedans? Alors d'abord, vous dites les thèmes rattrapent, ils sont sur la table. Non, cette situation que nous vivons là à cet instant est exceptionnelle. On ne parle jamais de questions de défense. Tout est figé, tout est tabou. Si vous dites quelque chose contre les États-Unis d'Amérique, vous êtes instantanément, et comme une pièce dans un répondeur automatique, qualifié d'anti-américain primaire, à quoi, depuis plus de 10 ans, je réponds que je ferai de l'anti-américanisme supérieur le jour où il y aura de l'américanisme supérieur. Bref, tout ça est très convenu, très figé, c'est des rôles. Que quelqu'un m'interroge sur le sujet est rare, ça a dû se produire 1 ou 2 fois. Bon, hier, c'était le cas sur LCI. On en avait un petit peu parlé avant. Mais ce sont des questions dont je pense que, déjà, puisque vous m'interrogez, vous sentez bien à quel point elles sont fondamentales. Hein. C'est la sécurité du monde, c'est la place de notre pays. Nous ne sommes que 67 millions. Hein. Donc on a intérêt à être un peu vigilant. Et puis comme on est visible et hableur et présent sur toute la planète, puisque nous sommes un des rares pays du monde qui est au contact de tous les continents, sur tous les océans et toutes les mers, pratiquement. Hein. Peut-être pas la mer Noire ni la mer de Marmara, mais enfin, nous sommes présents partout. Et dès lors, nous sommes une nation qui est directement impliquée dans la marche du monde, physiquement, hein, sur tous les continents. Et nous traitons tout ça avec beaucoup de désinvolture, je veux dire les dirigeants français. Le pire ayant sans doute été M. Hollande, qui ne s'y intéressait pas, et en avait une vision... très, comment dire, faite de beaucoup d'ignorance. Par exemple, il a accepté, quand pratiquement il a été élu, un mois après, il a signé un accord à Chicago pour l'OTAN, et il acceptait qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne. Alors à l'époque, on nous vendait ça comme une machine à contrer d'éventuels missiles iraniens, alors pas très bien par où ils seraient passés, mais bon. Et il a avalé ça tout rond en disant « j'ai fait connaître mes réserves ». Vous pensez que les Américains se tapaient le derrière par terre des réserves des Français. La vérité, c'est qu'aussitôt,
l'Europe était transformée en champ de bataille. Parce que si nous acceptons qu'il y ait des missiles antimissiles en Pologne, et qu'ils menacent 75% du processus de défense des Russes, ça veut dire deux choses. Un, qu'on menace les Russes, donc ils vont répliquer, et deux, qu'on accepte qu'une partie de la bataille ait lieu en Pologne, où se trouvent les batteries en question. De la même manière que les bombes nucléaires nord-américaines qui sont en Allemagne ne sont pas une affaire pour les Français, puisqu'ils rapprochent une cible de la France. Alors, j'ai donné ces quelques exemples pour montrer que c'est des questions où il faut faire preuve de caractère et de courage. Alors, on a des modèles de ceux qui ont su le faire. Le président Mitterrand, d'une manière équilibrée, lorsqu'il lui semblait que la menace que représentait l'Union soviétique n'était pas prise au sérieux par les nôtres. Ce n'est pas le meilleur moment, à mon avis, de sa présidence, mais il a assumé avec sérieux une position politique claire, nette et tranchée. Les SS-20 sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Voilà, c'était cette phrase un peu terrible, mais bon, il assumait. Et donc, nous étions tous dans l'obligation de dire si oui ou non on le soutenait. Le général de Gaulle, avant lui, a fait, alors ça m'ennuie un peu que ce soit moi qui cite le général de Gaulle, mais bon, telle est l'histoire. On ne va pas se fâcher avec Mazarin, ni avec Richelieu, donc on ne se fâche pas avec de Gaulle, c'est l'histoire. Voilà. Il a assumé une position politique d'une incroyable provocation. Quand il décide de créer la force nucléaire française et la dissuasion, tous azimuts. Aujourd'hui, personne ne se rend compte de ce que ça pouvait vouloir dire. Mais les journalistes lui disaient comment ça, tous azimuts, vous voulez dire aussi les Américains qui sont nos alliés? Et le général de dire, oui, quoi, tout le monde, tous azimuts, c'est tous azimuts. Bon, moi je partage cette position. La France se défend et défend ses frontières toute seule. Elle ne demande rien à personne. Et elle prend tous les moyens d'exercer soit des représailles, c'est le cas avec la dissuasion nucléaire qui est une arme post-mortem, posthume, d'une manière qui soit dévastatrice pour ses éventuels adversaires, si bien qu'eux se disent, bon, on va foutre la paix aux Français parce qu'ils sont capables de nous répliquer avec une violence pas possible. En sachant que cette violence n'aurait pas la même signification selon qu'elle s'appliquerait à un pays de taille comparable au nôtre, 70, 100 millions d'habitants, ou si c'est une immense nation qui compterait des milliards de personnes. Supposons que l'on se fâche avec l'Inde. Bon, il est tout à fait évident qu'une arme nucléaire en Inde n'a pas le même sens qu'en France, parce que vous devez tirer 3, 4, 5 fois avant d'obtenir le résultat qui est obtenu avec un seul tir sur la France. On en était là, à se poser des questions sur l'efficacité des moyens qu'on avait disposés. Alors on a commencé par retirer les fusées du plateau d'Albion, parce qu'on s'est dit là c'est quand même un peu trop visible, on sait où il faut taper. Bon. On a gardé une force qu'on transporte par avion et une autre nucléaire, qui est sous la mer. Pardon, nucléaire dans les deux cas, sous la mer. Alors sous la mer, les avions, on se dit tous, ma foi, on croisera beaucoup les doigts pour qu'ils aient le temps de décoller et d'aller assez loin. Quant aux sous-marins, tout repose sur une chose, le fait qu'ils ne soient pas détectables. S'ils le sont, tout ce que nous avons en mer ne sert plus à rien. On en était là, de se dire, est-ce que nous avons de forts doutes sur le caractère indétectable des sous-marins français. Pardon d'entrer dans la technique, mais c'est d'elle dont dépend la sécurité du pays. Nous avons 4 sous-marins nucléaires qui lancent des sous-marins nucléaires qui tirent des charges nucléaires. Bon, c'est pas 50, hein, donc notre capacité à nous cacher, elle repose sur la mer, pas sur nos sous-marins. Là-dessus, on apprend que les câbles sont des détecteurs. Là-dessus, on se demande si depuis l'espace, on n'arrive pas à voir. Et voilà que se produit un changement majeur, radical, dans tous les systèmes de sécurité dont on ne parle pas, qui est l'espace. L'espace était démilitarisé par un accord que la France a signé et les États-Unis ont signé. Les États-Unis, les premiers, ont décidé qu'ils n'en avaient plus rien à fiche du traité en question et que donc ils ont créé un état-major de l'espace. Tout le monde a compris ce que ça voulait dire, d'autant que, quelque temps auparavant, on a appris que les Chinois avaient tiré sur un satellite, puis que les Américains savaient le faire, et maintenant on sait que les Russes savent le faire. Donc je ne vais pas entrer plus dans la technique, mais je vais juste faire remarquer ça. Si on est capable de détruire depuis la Terre un satellite, ça veut dire qu'on a la capacité de couper toutes les connexions qui dépendent de ce satellite. Une bonne partie des systèmes de détection et de mise en relation de l'armée française sont liés à l'espace, et pas que de l'armée française. Donc la dissuasion se passe aujourd'hui dans l'espace. Ben oui. Parce qu'à l'inverse, depuis l'espace, on peut tirer sur la Terre. Je ne veux pas faire trop peur. Et vous, vous affirmez, je suis pour une dissuasion spatiale. Oui.
Moi, je suis pour que la France... des armements nucléaires en même temps. Les deux oui, ensemble. il faut faire les deux. Si vous n'êtes pas une menace, si vous n'êtes pas en état de résister, si vous n'êtes pas en état de faire la démonstration que peu vous chaud, vous n'êtes pas crédible quand vous dites « je propose de diminuer les armements nucléaires ». Je pense, si vous voulez, avec un peu d'habileté, que la situation comporte une possibilité nouvelle qu'on n'avait jamais eue par la technique. C'est-à-dire de dire, bon, ok, c'est par l'espace que ça passe, puisque depuis l'espace, on peut aussi tirer sur la Terre. Il suffirait d'un tir sur la centrale de Nogent et il n'y a plus de France. Parce que nous serions totalement désorganisés par le déménagement de 12 millions de personnes. 2 tirs, on n'en parle même pas. Donc, nous pouvons, nous, faire la même chose aux autres. Qui affronterions-nous? Si c'est nos voisins, ça va. Je ne vois pas pourquoi on s'affronterait avec eux, il n'y a rien qui dessine un conflit avec eux. Par contre, ceux qui seraient en état de nous frapper, on les connaît. C'est ceux qui ont la capacité de frapper depuis l'espace. Et donc, on sait aussi comment on répliquerait. Exactement comme ils nous feraient à nous. Si vous voulez, nous n'avons plus besoin de dissuasion nucléaire si nous sommes capables, depuis l'espace, d'exercer la dite dissuasion sur les autres. Donc, je suis. Mais est-ce qu'on est crédible sur l'espace? Parce qu'on va parler un peu maintenant d'économie et de politique industrielle. C'est un point très important. L'espace en France, la filière, j'ai regardé, c'est 15 000 personnes. C'est quand même une filière d'excellence, mais qui n'est pas très grosse au regard de l'automobile ou de l'aéronautique, mais qui est celle qui tire finalement la technologie vers le plus haut, et on a des scientifiques majeurs. Mais est-ce qu'on a mis suffisamment, qu'est-ce que vous feriez, vous, de moyens pour avoir les moyens non seulement de ce volet défense, mais du volet civil, parce qu'on sait que l'avenir du monde se joue en grande partie probablement là-haut. Alors, bon, déjà, votre remarque de départ est très importante. Nous avons une industrie spatiale, tout le monde n'en a pas. Les gens croient que c'est facile de faire une fusée, on allume et puis pchouf, ça part. Oui, c'est vrai, c'est facile, mais ça part comme ça. Donc la question technique a été réglée par nos scientifiques et nos techniciens, c'est la maîtrise des lanceurs. Voilà. Nous avons le 3e port spatial du monde, à Kourou, où nous tirons là de beaux engins, Ariane 5, bientôt Ariane 6, mais aussi des fusées russes qui sont installées là et qui font partie, quand vous venez voir Ariane Espace, on vous vend des fusées russes, hein, pour telle ou telle charge. Et puis des fusées italiennes. Donc les Italiens sont nos amis, c'est la nation sœur, vous le savez bien, de la France. Bon, déjà commençons par dire ça. On sait tout faire, d'un bout à l'autre de la chaîne. On sait même faire des missions dans l'espace lointain. Ça a été la fameuse mission Rosetta. Vous évoquez même d'éventuelles missions vers Mars dans le oui, pourquoi on ne le ferait pas? Tu vois, à Toulouse, on a fait le robot sur Mars qui va aller chercher. Oui, et le robot, il est très au point, les caméras sont françaises, l'appareil qui fait le laboratoire est français, bon, les Américains ont fait la fusée, ce qu'on sait faire aussi, et puis sinon, ils ont mis les décalcomanies. On va parler d'argent dans pas longtemps, mais vous mettriez de l'argent, beaucoup d'argent dans cette stratégie. Et quand on regarde, juste quand on compare les Américains, parce qu'on dit beaucoup, on est en train de décrocher, les Américains, leur modèle NASA Elon Musk a produit quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais un entrepreneur de l'espace. Non, je ne crois pas du tout à cette thèse. Mais je termine juste sur la remarque importante que vous avez faite au départ. Vous dites, c'est l'excellence et ça entraîne le reste. Enfin, un discours concret. Parce que le baratin sur l'innovation, alors ils sont là, ils sautillent, oui, il faut de l'innovation, et puis alors Jean Patou et Marie Chantal trouvent ça génial, mais quelle innovation? Pour faire quoi? Où? Dans quel secteur? Ils n'en savent rien, il faut innover. Voilà, tout ça est stupide. Nous avons besoin d'avoir une direction dans laquelle se fait l'innovation. Par la recherche fondamentale, mettez qu'il y ait une équipe qui trouve le moyen de refroidir les déchets nucléaires, on sera les rois du pétrole, même si on n'est que 67 millions. Bon, mettez que l'industrie spatiale continue et joue un rôle plus grand. Elle entraînera le reste de l'économie. C'est pourquoi je suis partisan d'investir beaucoup là. Mais d'abord, je voudrais dire aux Français une chose qu'ils ne savent pas. Ils sont le 2e peuple du monde pour la cotisation individuelle au spatial. Le 2e peuple du monde, c'est pas rien. Alors il faut d'abord se débarrasser des mauvais alliés, les Allemands, qui ne tiennent pas parole, ne réservent pas leur placement de satellites aux fusées européennes dans lesquelles ils sont pourtant actionnaires parce qu'ils éprouvent continuellement le besoin d'aller se traîner aux pieds des Nord-Américains dont ils sont les alliés et les vassaux. Donc nous avons besoin d'avoir des alliés sûrs, stables, fiables, en l'occurrence les Italiens. Petite parenthèse, à tous ceux qui méprisent l'Europe du Sud, je voudrais rappeler que la deuxième puissance économique, c'est la France. La 3e, c'est l'Italie. La 4e, c'est l'Espagne. La richesse de l'Europe est produite au Sud, pas au Nord.
ni à l'Est. Donc il faudrait qu'on reprenne un peu conscience des réalités. Je reviens sur l'espace. Donc puisque nous sommes si forts, oui, nous organiserons, comme l'avait décidé François Mitterrand en 1993 avec la sonde Rosetta, eh bien nous aurons une expédition sur un objet spatial parce que nous développerons de cette manière-là nos capacités. Il faut participer à des choses où nous garderons l'autonomie d'un bout à l'autre. Écoutez, si les Émirats arabes arrivent à envoyer quelque chose sur Mars, pourquoi pas les Français et les Italiens ? Pourquoi ça ne serait pas possible? Par contre, il ne peut pas être question de continuer des manœuvres militaires en commun avec des Allemands et des Américains dans l'espace. Et naturellement, je n'accepterai pas, si je suis élu, que reste à Toulouse l'état-major de l'OTAN pour l'espace. Ils iront plus loin, mais pas à portée d'écoute et de grandes oreilles de ce que nous faisons. Donc ça, c'est l'idée, entraînée par l'espace. Alors évidemment, après, il y a des missions dans l'espace. Il faut nettoyer un peu. Il faut arriver à passer à travers. Il faut, je l'espère, et j'espère que tout le monde entendra avec sens des responsabilités, qu'il faut qu'on puisse tirer dans de bonnes conditions le nouvel observatoire. Vous savez, on a le plus grand télescope qui a jamais été fabriqué par l'humanité, va être tiré de Kourou en décembre. Il ira, je crois, à 1,5 km, c'est lui qui va être le plus avancé, nous aurons des vues magnifiques sur l'espace. C'est les Français qui font le tir. Voilà. Donc nous ne sommes pas une petite nation, et alors, quant au modèle américain, c'est une vaste blague, une mauvaise plaisanterie, tout à fait galop. Elon Musk n'est pas votre héros. Non, mais attendez, si, il l'est d'une certaine manière, parce que je trouve sympa un type qui est délirant, qui dit je vais faire ci, je vais faire ça. Il veut mourir sur Mars. Oui, je trouve ça. Non, ça me plaît, ça me rappelle les bouquins de fiction, de science-fiction que j'ai lus à une certaine époque. Ça, et il est très dans le profil. Hein. Mais la vérité, c'est que Elon Musk n'existe pas. Il n'existe que par les contrats que la NASA lui passe. Et la NASA, c'est l'État américain. Et l'État américain imprime les dollars et lui suffit. Oui, mais il a eu quand même l'audace de faire ses lanceurs réutilisables, donc d'envoyer des satellites à moindre coût que nous, ce qui pose la question de la compétitivité, tout ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Allemagne. On va trouver une solution. Donc il faudrait qu'on se bouge quand même. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endormi? C'est ça que non, je veux dire. Non, je ne crois pas. Ariane 6 est une merveille technique. Elle va abaisser d'une manière considérable le coût des satellites que nous allons envoyer dans l'espace. Je ne veux pas entrer dans la technique qui, moi, me fascine. On a reporté, allez voir sur place, vous serez enchantés. Bon, Jean-Luc Mélenchon, on va l'envoyer dans l'espace. Pourquoi pas? Vous pourriez être un touriste spatial. Si vous voulez, un touriste non, parce que c'est un peu trop rapide. Mais si vous voulez vous débarrasser de moi, pourquoi pas m'envoyer sur Mars? Je suis volontaire dans ce cas-là. Non, mais pour parler sérieusement, l'industrie spatiale française avec moi, comme président de la République, connaîtra des développements qu'elle n'a jamais eu jusqu'à présent. Et évidemment, en plus, nous créerons une université francophone de l'espace qui nous permettra d'accueillir toutes les jeunes intelligences du monde francophone, qui est ample et qui est, pour les Français, l'avenir de la France, c'est la locomotive francophone. Hein, c'est-à-dire des centaines de millions, nous serons 700 millions de francophones à la fin du siècle, donc on n'est pas loin du milliard. C'est là que se trouve l'énergie, la vitalité. Vous parlez beaucoup de la mer et des océans, vous avez parlé tout à l'heure de la puissance maritime française, il va d'ailleurs y avoir le vote en Nouvelle-Calédonie, qui est quand même très important en décembre. Qu'est-ce que vous avez comme idée et aussi comme potentiel de développement économique sur les mers et les océans? Macron dans France 2030, d'ailleurs, en a un peu parlé sur voir si on exploite ou pas le fond des océans, qui est un des points clés. C'est leur grande idée, ça. Non, je suis assez content d'avoir réussi à ramener en politique un débat qui n'existait plus, enfin, réservé à quelques milieux, sur la mer. Bon, avec l'amicale complicité des gens de mer, dans lesquels je compte des amis personnels et des gens que j'admire, alors qu'ils ne sont pas du tout de mon bord politique et qu'ils n'ont pas l'intention de changer d'avis. Mais on a en commun cette passion de la vocation française dans les mers. Alors la situation française est déplorable, nous sommes le 2e territoire maritime du monde. Sous Lionel Jospin, la France s'est accrue de 10% de son territoire sans tirer un coup de fusil, c'est quand même une remarquable réussite. Mais nous avons pour garantir et assumer nos responsabilités sur cet ensemble, l'équivalent de 2 voitures de police pour tout l'Hexagone. Hein, voilà à peu près où on en est. Donc c'est une situation déplorable. C'est d'autant plus dommage que nous sommes confrontés à 2 questions. La première, c'est qu'il n'existe pas de droit sur les grands fonds. Alors comme nous sommes le 2e territoire, ça veut dire que notre plus grande frontière, c'est avec personne.
d'accord? C'est-à-dire des endroits où chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, ça ne nous est pas égal que chacun fasse ce qu'il veut dans ces endroits-là, parce qu'à la première marée noire, personne n'est capable de reboucher les trous. Vous l'avez vu dans le golfe du Mexique, quand le truc a sauté, on a 8 mois pendant lesquels tout ça s'est déversé sur les côtes. Si nous prenons la situation en Méditerranée, autant dire qu'on ne peut pas être d'accord avec le fait qu'ils aillent faire des trous pour trouver du gaz ou du pétrole au large de Chypre ou de Gaza. On ne peut pas être d'accord avec ça. La mer Méditerranée met 100 ans à se renouveler. Donc là, on va dire, attendez, on discute d'abord. Vous ne faites pas les trous là où vous voulez, qui c'est qui va les reboucher? Vous êtes capable de les reboucher s'il y a un problème? Non. Alors donc, vous ne creusez pas tant que nous n'avons pas la garantie qu'on est capable de faire face à un accident. Et c'est vrai pour toutes les mers du monde. Donc, une de nos premières tâches, ça va être de remettre tout ça sur la table. Après, ça nous amènera à qu'est-ce que la puissance. Dès lors que la France est capable de se protéger toute seule, ce n'est pas très difficile, ce n'est pas le plus difficile, alors elle n'a plus besoin de faire des démonstrations de force. Et elle peut être une puissance qui a de la puissance par son autorité morale, en prenant en charge des tâches d'intérêt général pour l'humanité, telles que la protection des océans. Et nous, Français, il va quand même falloir fabriquer quelques bateaux, hein, et même plutôt pas mal de bateaux. Pour vous allez être le meilleur ami des chantiers navals. Ça va de soi, puisqu'on en a. Tout le monde n'en a pas. Nous avons un On a failli les perdre. On a failli... Non, mais... oui, on a failli en perdre la propriété. Cela dit, vous ne transbahutez pas une forme de 90 mètres de long. Alors, c'est vrai que les Italiens avaient des chantiers en Chine et qu'on avait des raisons de se méfier d'eux, mais il y a toujours moyen de s'entendre avec les Italiens. En attendant, le chantier naval, il est là. Et c'est là qu'on va fabriquer ce dont on a besoin. Je vais vous donner un exemple tout bête, qui vous paraîtra moins exotique que d'aller couvrir la mer autour de la Polynésie française. Encore que, la Polynésie française s'étend sur un territoire aussi grand que l'Europe. Bon, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on ait un bateau pour aller dans les terres australes françaises? Vous savez que la France est possessionnée, comme on dit, au pôle sud. Bon, on a un bateau. On n'a pas de brise-glace, on a un bateau. Alors il tourne tantôt pour l'armée, tantôt pour la recherche scientifique, et le troisième, j'ai oublié qui c'était, mais enfin, il y en a 3 qui sont copropriétaires de ce bateau. Et l'ancien bateau, qu'est-ce qu'on en a fait qu'il y avait jusque-là? Parce que le nouveau est très beau, il a été fait sur les chantiers Piriou en Bretagne. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a vendu à une ONG, qui elle-même fait le travail de recherche et d'inspection. Donc nous avons besoin de plusieurs bateaux pour les terres australes françaises, il nous faudrait un brise-glace. Je prends que cet exemple, que quelqu'un vienne me dire « Non, non, monsieur Mélenchon, on n'en a pas besoin ». Alors si on n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'on fout là-bas? Vous pouvez me le dire. Nous n'avons pas une base scientifique permanente, si, même 2. Donc il faut renouveler tout le matériel, tout. Ben, faut le faire. Il n'y a plus qu'à. Et ça a coûté beaucoup d'argent, tout ça. Oui, oui, oui. C'est comme quand vous expliquez qu'il faut une bifurcation écologique, vous voulez un plan d'investissement de 200 milliards d'euros. C'est pas beaucoup, 200 milliards d'ailleurs. Au regard des besoins. Oui, au regard des besoins. Mais la somme elle-même... En gros, vous trouvez cet argent comment? Bah, c'est pas très difficile non plus, puisque nous avons une banque française qui dépend de l'État, la BFI. Elle-même a une licence bancaire, elle peut donc s'approvisionner auprès de la Banque Centrale Européenne. Ah ben, empruntons à cette banque. Et on sera dans le circuit européen. Mais on peut emprunter à d'autres, parce que pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Il faudra en emprunter un paquet, puisque c'est pratiquement les gens qui nous prêtent qui payent pour nous prêter. Le taux actuel, c'est 0,1, et l'inflation, c'est, allez, on va prendre un chiffre bas, 3. Ça va, non? C'est une bonne situation, c'est le moment de s'endetter jamais. Ça pourrait changer, du coup. Si l'inflation restait à ce niveau-là, les taux ne vont pas rester à 0,1. Eh bien oui, peut-être bien, mais si on passe son temps à avoir peur, on ne fait rien. Donc, attendons de voir la situation évoluer. Vous connaissez ma réflexion de fond sur le sujet de la dette. Je pense que personne ne la paiera jamais. Mais restons sur le niveau où on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la dette de la France n'a jamais été aussi importante depuis, je ne sais pas combien de temps, peut-être l'Ancien Régime, et on n'a jamais payé aussi peu, parce que c'est la seule chose qui compte avec une dette, c'est la charge qu'elle vous impose, c'est pas les chiffres. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que les idéologues du camp d'en face se sont dit on ne va pas continuer comme ça, il faut leur faire peur. Donc ils ont inventé une règle qui est le rapport entre la dette et la richesse produite sur un an, qui est une règle ridicule, amusante. Imaginez-vous qu'on calcule votre situation en prenant toute votre dette, si vous avez acheté votre appartement, votre voiture, hein, vous êtes endetté, et au lieu de regarder ce que ça vous coûte tous les mois et si c'est supportable compte tenu de votre paye, hein, non, on dira, ben là, ça représente 200, 300 fois votre paye annuelle. Vous êtes mort, vous appelez le SAMU et puis vous avez une crise cardiaque instantanément. Et c'est ça qu'on fait aux nations. Non, la France est en moyenne endettée sur 7 ans.
tous ces titres de dette. Ça vous fait du à peine 12% de la richesse produite dans une année. C'est code. Et la preuve, c'est que tout le monde court après les titres de dette français. Il y a une agence de notation qui a voulu faire les malins sous Hollande à un moment donné, en baissant la note pour dire tiens, on va leur faire le coup de Papandréou et de la Grèce qu'ils ont ruiné. Vous vous rappelez qu'on a pris des mesures pour s'assurer du sérieux de la gestion, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mémorandum ceci, mémorandum cela. Eh bien, tout ça a commencé en 2010. Nous sommes en 2022, où en est-on? La dette grecque a, je crois, plus que doublé. Par conséquent, tout ça, c'est du bobard, du vent. C'est de la gesticulation et pas du sérieux économique. Le sérieux économique, c'est d'être capable de payer tous les mois ce qu'on doit. Moi, je trouve que c'est excessif et qu'on peut le réduire. Comment? On discute avec la Banque Centrale Européenne. Je vous demande vraiment de noter ce que je dis comme un engagement. Personne ne paiera jamais cette dette. Elle est trop élevée. Et par conséquent, il ne vous reste pour vous en débarrasser que de rembourser. Mais à ce compte-là, il faut carrément couper la gorge à l'État. Plus de services publics, c'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de faire. On se retire de la santé, de ceci, de cela. Ou bien vous avez l'inflation, et si possible à un haut niveau. Si vous arrivez à 10% d'inflation, c'est pas mal. En 10 ans, il n'y a plus de dette. Bon, ça s'est fait après la guerre. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Troisième hypothèse, vous faites la guerre, parce que vous détruisez beaucoup et vous fabriquez beaucoup. Ça s'est déjà vu aussi. Ça s'est déjà vu. Et puis sinon, vous faites le pire de tout. Vous appuyez sur le bouton et vous dites, vraiment, j'adorerais vous payer, mais je ne peux pas. Alors au revoir. POC, banqueroute. Ça, c'est pour les États. Le secteur le plus dangereux, ce n'est pas la dette de l'État, puisque tout le monde sait où il habite, et la France s'en ira pas, elle sera toujours là. Tandis que la dette privée, c'est une autre paire de manches. Alors elle fait plus que la production, la valeur de la production d'une année. Et quand une grande entreprise endettée ferme parce qu'elle a trop de dettes, c'est fini, tout simplement. Vous ne récupérerez jamais votre argent. Par conséquent, il y a une erreur sur où est le principal danger. Et si le principal danger, c'est la dette privée, il faut que vous ayez un acteur public capable de prendre la relève si jamais ça tourne mal. Donc, si vous ne vous occupez pas de savoir à quel niveau est la dette publique, vous ne pouvez pas venir à la rescousse si la dette privée vous écrase. On va prendre un exemple actuel. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais, si c'est moi le président de la République, quand on arrive au bout des prêts garantis par l'État et qu'il se trouve qu'il y a X entreprises qui ne peuvent pas payer? C'est l'État qui garantit, non? On peut dire, écoutez, c'est une erreur. Non, on ne garantit pas. Donc vous pouvez vous écrouler. Tout s'écroulerait en cadence, en domino, donc on paiera. Vous voyez pourquoi vous avez besoin d'avoir un acteur public qui soit prêt à réparer la seule chose que le capitalisme sait bien faire, c'est des dettes, parce qu'ils en font partout, parce que l'économie mondiale est un système de dettes, parce que partout, on ne se soucie plus de la rentabilité dans la sphère financière que dans l'économie réelle. Bon, voilà ma position. Donc je dis une chose simple, la dette Covid, elle est aujourd'hui pour l'essentiel, la valeur, pas la dette elle-même, la valeur est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne. Je ne cesse de dire, cette dette-là doit être annulée. À qui ça coûte? À personne. À personne. Il n'y a pas un investisseur privé qui serait floué. C'est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est, comme tout le monde le sait, un prêt de la Banque Centrale Européenne ne recouvre aucune valeur matérielle au départ. Il vous prête, vous construisez une maison pour dire, c'est pas une maison, mais il y a une valeur en face du signe monétaire. Donc là, vous avez le titre de dette, il est à la Banque Centrale Européenne, on le met à la poubelle. Alors si, pour vous rassurer, on va dire, on va mettre, elle est perpétuelle et à taux zéro. Tout ça, c'est du baratin. Mais ça permet que ça reste dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. C'est un peu ce que dit Christine Lagarde, parce qu'elle dit qu'elle ne remontera pas les taux de sitôt. Donc elle revient, finalement, elle fait du mélenchonisme. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je suis sûr d'une chose, c'est que... c'est ce qu'elle a dit. Oui, en attendant, nous, on pourrait aussi décider de ne pas payer. Alors, pour revenir sur l'écologie... Vous n'avez pas fait attention à la fin de ma phrase, là. Si. D'accord? Moi, je suis pour la dissuasion. Dans l'espace et aussi sur Terre. Si nous devions être pris à la gorge, la France d'abord, la dette après. Et je rappelle que nous disposons, nous aussi, d'une arme extraordinaire qui est de dire nous ne pouvons pas payer. Moi, je ne suis pas Tsipras. Tsipras a choisi de céder alors qu'il était en état, du fait du mécanisme européen de stabilité financière, de se faire respecter. Il ne l'a pas fait, c'est son affaire. Mais s'il avait dit, mesdames, messieurs, je ne peux pas payer,
Eh bien, la banqueroute grecque coûtait 45 milliards à la France et 65 aux Allemands. Vous imaginez que les Allemands vont aller donner 65 milliards? Ils se seraient traînés à genoux dans le couloir pour que M. Tsipras revienne à la table et discuter avec eux. Pardon, j'utilise des formules imagées, mais c'est pour dire qu'il faut arrêter de croire que l'économie est seulement une science. C'est un rapport de force, c'est un rapport social. De toute façon, ça, on ne le saura pas, sauf à le vivre, et on n'en est pas encore tout à fait là. Revenons sur les investissements de la transition écologique. Vous êtes pour une planification écologique, Marc en a parlé un peu tout à l'heure. La question de son financement, évidemment, est clé. La question aussi de cette méthodologie. On aimerait en savoir plus comment vous vous y prenez. Qu'est-ce que ça veut dire, la planification écologique? Vous voyez que vous allez devoir embarquer, bien sûr, du point de vue de l'État, mais tous les acteurs, les citoyens, les consommateurs, les entreprises. C'est quoi cette planification? Vous avez un ministère de la planification. Comment ça fonctionne? Alors, bon, commençons par dire que le mot planification a été choisi à dessein pour que ce soit un mot obus. Hein, ça fait parler. Au début, ça faisait beaucoup parler. Maintenant, c'est devenu plus banal. Hein. Mais alors, on me répondait, c'est le Gosplan. François Bayrou s'occupe du plan maintenant. Oui, Bayrou s'occupe du plan. De Gaulle a créé le plan. On voit bien qu'il n'a pas de. Il n'a rien de soviétique. Donc mais bien ça sûr. n'a rien de... Mais si vous voulez, c'est surtout. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dans le plan. Mais bien sûr. Et comment on l'applique. En plus, c'est le capitalisme qui a inventé le plan, c'est pas les socialistes. Ils n'avaient aucune idée sur la manière de gérer l'économie planifiée soviétique. Mais je le dis parce que c'est amusant de disperser un peu d'ignorance. Les gens qui croient que le plan est une invention des soviétiques se fourrent le doigt dans l'œil. C'est Ford qui a inventé la planification. Alors, j'aurais pu appeler ça... Pourquoi un plan et qu'est-ce que ça... Parce qu'on a besoin, pour un changement pareil, de visibilité. Vous ne pouvez pas dire, bah écoutez, chacun fait comme il le sent et moi, l'État, je fais comme ça. Non, il faut associer tous les acteurs. Je ne suis pas partisan dans le cadre d'un mandat de 5 ans, je ne suis pas partisan de la collectivisation de tous les moyens de production, ce n'est pas ma position politique. Ce qui est décrit dans ce programme, c'est une économie mixte. Alors les uns vont trouver ça insuffisant, et les autres vont trouver que c'est déjà trop. C'est une économie mixte. Donc, il faut donner de la visibilité à l'entrepreneuriat privé et aussi à l'État. Donc il va engager des dépenses, et on va le faire évidemment par secteur. Il y a des priorités. Si on veut réduire le recours aux énergies carbonées, si on veut se battre pour un traité de non-prolifération des énergies carbonées, bah, il faut passer à autre chose. Mais cette autre chose, on ne claque pas dans les doigts, il faut le fabriquer. Alors il faut faire des éoliennes en mer, parce que sur Terre, c'est des histoires à n'en plus finir. Il nous faut utiliser la géothermie, il nous faut travailler sérieusement à utiliser la puissance de l'océan. Je trouve incroyable qu'on n'en parle jamais, mais il y a plusieurs plans d'autonomie où c'est comme ça. Vous savez où est la plus grande clim du monde? Elle est en Polynésie française. C'est un système qui prend l'eau froide, qui joue avec l'eau chaude, tout ça plouffe, dans la mer. Et ça sert pour un hôpital très important. Donc on sait le faire. De même que les machines qui utilisent la houle, on sait le faire. Dans la mer, vous avez 44 fois la puissance dont on a besoin sur Terre. Donc ça va. Ou 60 fois, je ne me rappelle pas le chiffre exact, une fois c'est un 4, une autre fois c'est un 6, pour la France c'est 4 fois, donc ça va, il y a de la réserve. Et puis, il y a les fleuves, l'eau qui coule de partout, dans toutes les rivières de France, et puis combien d'autres. Donc, les hydroliennes sont des machines, il faut fabriquer tout ça. Vous avez déjà une entreprise qui transforme les anciens moulins en petites centrales électriques. Et puis, il y a les techniques de demain, je dis à EDF, et je leur répète, que nous sommes un certain nombre à surveiller ce qu'ils font, parce qu'ils avaient une chaîne, ils avaient fabriqué la première chaîne de panneaux qui fonctionnent à la luminescence. Vous n'avez pas besoin de soleil. Il suffit qu'il fasse jour. Hein. Ils ont fermé cette chaîne et les brevets, je les tiens à l'œil. S'ils les vendent à quelqu'un, on verra qui a vendu et à qui. Et je rappelle qu'il existe dans le code pénal de quoi punir ceux qui trahissent les intérêts de la nation, etc., etc. Je le dis pour créer une ambiance de travail. La rigolade est finie si c'est moi qui m'en occupe. Hein. Donc, on va développer tout ça. Et c'est comme ça, je parle de l'exemple... Et on sort du nucléaire. Ah ben bien sûr. Pour changer, parce que si vous dites je mets les investissements là, ouais. Vous dites je ne les mets pas là. Donc le nucléaire, pour vous, c'est une extinction... C'est une énergie du passé. Alors, quand on l'a fait, c'était bien. C'était bien. Puis on ne va pas jeter la pierre à ceux qui l'ont fait. Ça a été fait de manière remarquable. On a fait évoluer les brevets américains parce que le point de départ, c'est des brevets Westinghouse. Donc, on a changé tout ça. Très bien. Tout ça a marché un temps. Maintenant, on est arrivé au bout. On a 17 centrales qui ont déjà dépassé les 40 ans, pour lesquelles elles ont été construites. Donc là, vous êtes en zone de risque. Ou alors, on nous mentait avant.
quand on nous disait 40 ans, ou bien c'est après qu'on nous ment, quand on nous dit elles peuvent encore rester. Et puis on nous dit que ça coûte 80 à 100 milliards le grand recarénage. Les chiffres sont assez contestés. Hein. Et EDF dit 50 milliards. Oui, c'est 50, vous dites 100, bon après, ça fait beaucoup de milliards. Ça fait beaucoup de milliards, EDF n'a pas intérêt non plus à trop charger la mule, mais... oui, ça alourdit son bilan, c'est sûr. C'est clair, et surtout que là on parle du recarénage et des déchets. Apparemment tout le monde s'en fout des déchets. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand même c'est ce qui est plus problématique, on les a sur les bras pour 10 000 ans ou 20 000 ans. Bon, et les incidents, on dit non, mais même les responsables de l'énergie nucléaire, qui eux sont pas des fous, disent écoutez, nous on ne vous dit pas qu'il n'y a aucun risque, parce que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais si vous avez 1% de risque, même 1, je suis sympa, le jour où le risque a lieu, c'est 100% de dégâts. On va prendre un exemple, Gravelines, s'il y a un problème. Il faut quitter Calais et Dunkerque pour 10 000 ans, ça va 10 000 ans, c'est raisonnable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas sérieux d'ignorer des dangers pareils. Si on vit avec ce danger depuis 40 ans, pratiquement. Si on fait ce que vous dites, est-ce qu'on n'a pas un risque simplement de se retrouver avec ce qui est en train de se produire en ce moment, une explosion du prix de l'électricité, ou alors on va rallumer des centrales carbonées? On n'a pas aujourd'hui installé, alors c'est toute la problématique de la soudure, la capacité d'énergie renouvelable avec la capacité de stocker cette énergie qui est intermittente, qui apporte le même service au même prix que le nucléaire. Oui. Alors maintenant on est au moins tranquille sur un point, c'est que à tarif actuel, les énergies alternatives coûtent moins cher que le nucléaire. Mais même ça je le laisse de côté. Vous dites faire la soudure, voilà, je réponds à votre question, c'est à ça que sert la planification. Il est évident, on me dit, vous voulez fermer ça en combien de temps? Ça dépend de l'urgence. Si c'est urgent, c'est en 5 heures. On appuie sur un bouton et ça s'arrête. C'est pas ça qu'on va faire. Bon, c'est pas ça qu'on va faire. Mais vous arrêtez. Vous êtes obligé d'arrêter certaines centrales, que ça vous plaise ou pas. D'abord parce qu'elles ont dépassé l'âge et qu'on fait toujours rien. Que le chef de l'État a inventé qu'il allait mettre des EPR partout. Mais ça marche pas, ça coûte plus cher et aucun délai n'est tenu. Et puis ces mini-centrales, attendez que les Français aient compris qu'on leur enlève les éoliennes pour leur coller des mini-centrales, vous allez voir comme ils vont être contents. Donc ça n'est pas raisonnable. Alors il faut remplacer progressivement, mais il faut remonter les manches pour que ça soit rapide. Les premières centrales qu'il faut fermer, c'est celles qui sont au-dessus des grandes villes. Je pense à la centrale de Nogent qui est au-dessus de Paris, à celle du Blayais qui est au-dessus de Bordeaux, peut-être sans doute aussi à celle de... etc. Et puis la plus vieille, le Bugey. Le Bugey, c'est Lyon et Genève. Les Suisses sont sympas, à intervalles réguliers, ils protestent, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et les déchets nucléaires est aussi un problème gigantesque qui n'est pas chiffré honnêtement. Alors, je réponds à votre question, il faut donc que la nouvelle énergie remplace progressivement l'ancienne. Il n'est pas question d'arrêter de tomber dans le noir. Par contre, je vais vous dire, ceux qui comptent sur le nucléaire en disant les énergies alternatives, elles sont intermittentes. Ah, mais ça, c'est des histoires. Tout le monde sait qu'il y a la nuit et le jour, on est au courant, merci. Mais qui va dire que, dans le cadre du réchauffement climatique, le refroidissement des centrales nucléaires se présente tout autrement? On a connu une situation où 4 réacteurs sur 10 ont dû être mis à l'arrêt, parce qu'on avait la conjonction des réparations pas faites à cause de la Covid et du réchauffement de la flotte. Mais sur ce mix énergétique, là, dans le prochain mix énergétique que vous proposez, la place du gaz, c'est une énergie de transition, et par ailleurs, concernant le gaz, on se retrouve de nouveau sur la question de l'indépendance de la France par rapport à nos éventuels fournisseurs, notamment en partie la Russie, pas que, mais voilà, en gros... le gaz, soit il viendrait de la Russie, soit il viendrait des États-Unis par bateau. Donc je pense qu'il est utile d'éviter de se faire peur exclusivement avec les Russes, qui ont toutes sortes d'intérêts partagés avec nous, en oubliant les chères livraisons des États-Unis d'Amérique. Parce que je vous rappelle que les seuls qui nous aient menacés jusqu'à présent, c'est les États-Unis. Car lorsque nous avons refusé d'aller faire leur stupide guerre du Golfe la deuxième fois, eh bien, ils ont décidé des mesures d'embargo contre les Français. Alors, tout le monde s'est dépêché de parler d'autre chose, mais en quoi ça a consisté? Embargo sur les pièces militaires. Notre porte-avions n'avait plus de lanceur, vous savez, la catapulte. Les pièces sont américaines. Donc, eux, ils considèrent que, vous imaginez qu'une catapulte, on renouvelle beaucoup parce que ça s'use, hein? Eh bien, ils ont décidé qu'ils ne nous les filaient plus. Donc, plus de porte-avions, donc plus de force aéronavale, etc., etc. Donc sur le gaz, le mieux, c'est de se débrouiller sans personne, chaque fois qu'on peut. Alors, on ne peut pas toujours, et on ne peut pas tout le temps. Mais progressivement, on fait ce qu'il faut. Si on a plus d'hydroliennes et d'éoliennes offshore en mer, il n'y a plus de Russes et il n'y a plus d'Américains qui viennent nous dire ce qu'on doit faire.
Et puis c'est vrai... c'est aussi l'argument en faveur du nucléaire, ça. Non, parce que c'est... Au Kazakhstan et au Niger près, c'est vrai. Mais... Bon, excusez du détail. Non mais pardon. J'essaie d'être honnête. Non, mais vous l'êtes, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une fois on entend quelqu'un dire oui, c'est pas tout à fait vrai. Bon, d'habitude on nous jette ça à la figure, l'indépendant. Vous avez vu comme au Niger les choses sont simples? Vous êtes au courant qu'il y a une colonne française qui est bloquée là-bas? Alors elle a réussi à sortir du Burkina, mais elle n'arrive pas à entrer au Niger. Et après vous venez me dire qu'on est indépendant, mais à quel prix? Supposez que les Nigérians, un jour ou l'autre, les habitants du Niger décident que c'est insupportable, que ces Français viennent chercher l'uranium, qu'il n'est pas exploité dans de bonnes conditions. Que sais-je? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'uranium ailleurs, après. Voilà, chez un tyran. Chez un tyran. Et on a été obligé de repeindre le tyran en ami de la France, alors qu'il est dénoncé par toutes les ONG du monde, toutes sans exception, de tous bords, hein. Et que notre président de République, M. Hollande, a été obligé de se déguiser avec un chapeau en moumoute et un manteau, parce que l'autre lui avait dit « vous allez mettre ça parce que vous êtes joli avec ». Donc il n'y a pas pour nous forme plus simple qui nous a été faite ce jour-là de démonstration qu'on dépendait de quelqu'un, qui pouvait nous imposer ce qu'il voulait, y compris de nous déguiser. Donc je demande qu'on arrête avec des arguments qui n'en sont pas. Nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas hors changement climatique avec le nucléaire. Ce n'est pas vrai. Donc la raison veut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Et c'est pour ça que je parle de planification. Pour les patrons et pour les industries, moi je suis une affaire formidable. Parce qu'avec moi, au revoir les aléas du marché, au revoir les changements d'avis d'un jour sur l'autre des spéculateurs, vous tombez sur un gars qui vous dit on va faire ça pendant 10 ans. On va donc produire X machines à produire de l'énergie. Et donc vous pouvez investir là-dedans parce que ça vaut la peine. Parce qu'il y a un marché garanti pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans. La durée de vie d'une machine aujourd'hui, le cycle c'est 5 ans. Chouïa, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. C'est formidable. Et que moi, vous savez à quoi ça sert d'investir. Parlons un peu d'Europe, parce que vous avez critiqué tout à l'heure l'alliance avec l'Allemagne en disant qu'il y a une alliance avec le sud de l'Europe qui peut se faire. Néanmoins, quelle vision vous avez de l'Europe aujourd'hui, Europe puissance? Est-ce que, notamment sur ces sujets de transition écologique, on travaille beaucoup avec les Allemands sur les batteries, sur l'hydrogène, etc. Vous y croyez? Vous, Président, vous pensez qu'on peut maintenir ces alliances? Airbus aussi, il y a évidemment ces questions-là dans l'aéronautique. Ou pas, vous avez dit sur le spatial et on ne peut pas leur faire confiance. Moi je suis pour la coopération internationale, donc je ne peux pas dire, je ne m'intéresse pas à une coopération qui existe. Hein. Cependant, l'Europe s'est mise dans une impasse toute seule, personne ne l'y a mis. Elle s'est mise dans une impasse avec des traités qui lui imposent un régime unique, concurrence libre et non faussée, entre les États membres et avec le reste du monde. Par conséquent, la suite du piano mécanique est connue. C'est la destruction des services publics. Regardez par exemple ce que je viens de vous dire sur la planification. Si par exemple je décide que ce que je ferai, nous allons aller à la souveraineté alimentaire. Donc ça veut dire en France retourner à l'agriculture vivrière, pas au truc industriel. Bon il faudra bien qu'on crée un marché. Il faut bien que ceux qui font ça soient certains de le vendre à quelqu'un. Si nous décidons que toutes les cantines de France sont en bio et approvisionnées sur le marché local, vous tombez sous le coup de décisions des traités européens qui l'interdisent, parce que c'est contraire à la concurrence libre et non faussée. De la même manière, si nous interdisons maintenant même les glyphosates, je ne ferai pas la bêtise qu'on a fait à un moment donné avec les cerises, où on a interdit l'utilisation d'un pesticide, les autres ont dit vous faites ce que vous voulez, nous on vous vend des cerises qui coûtent moins cher, parce qu'on y va à mort sur les pesticides. Donc nous interdirons l'entrée en France des produits qui contiennent du glyphosate. Tout ça, ça va donner des tensions. Nous demanderons l'opt-out, qui est une version qui existe dans les traités européens. On sort de l'application du traité. Alors évidemment, comme c'est la France, c'est la deuxième puissance, il est temps de s'en rappeler, du continent. Et donc, il faudra parler. On parlera, on discutera, et on essaiera de trouver une solution. Mais ce que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, le programme qui aura été décidé s'appliquera. Et il sera au pouvoir de personne de nous empêcher de le faire. À part des Français eux-mêmes, s'ils décident par le biais d'un référendum que Mélenchon doit rentrer chez lui, parce qu'il y a un référendum révocatoire. Si vous avez en face de vous une Allemagne avec une nouvelle coalition, peut-être plus correspondant peut-être mieux à ce que vous pourriez vous allier avec eux. Il y a les Verts, il y a
Ils ont aussi besoin d'une planification écologique. Ah oui, c'est clair qu'ils ont besoin de faire de la dépense publique. Les Allemands ont réalisé... Ils augmentent les salaires, même. Oui, bah, c'est très bien, parce qu'il était temps. Est-ce que finalement, le monde tel qu'il est en train d'évoluer, notamment l'Europe, ne rend pas plus possible votre programme qu'il n'aurait pu l'être dans le monde, le paradigme d'avant, en 2017, quand vous arriviez avec la hausse du SMIC, tous les patrons disaient « vous tuez l'emploi ». Aujourd'hui, on a et puis même les syndicats allemands disaient tant mieux. Et les syndicats allemands disaient c'est bon pour moi. Est-ce qu'on est dans un momentum à cause de la crise Covid? Les plans d'investissement aux États-Unis. Les États-Unis augmentent aussi leur salaire minimum. Les Nord-Américains font aussi. Mon changement d'attitude. Est-ce que votre changement d'attitude s'inscrit dans ce j'ai quand même intérêt le diagnostic d'un changement? Si vous voulez, je n'ai plus besoin. Je me suis toujours situé. Plus besoin de vous énerver, en fait. De m'énerver, si, ça vaut la peine, des fois, il y a de... Mais de faire peur, alors. Voilà. Mais, vous savez, pour régler définitivement cette question, si on peut, je ne suis pas un énervé. Je tiens compte des rapports de force que je peux créer. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet de la manière de créer des rapports de force, y compris quand vous êtes le plus faible. La France, il y a 10 ans, n'était pas la plus forte. Comment vous faites? Vous n'avez qu'un moyen, c'est que les gens soient absolument persuadés que vous irez au bout de ce que vous comptez faire. Et à ce moment-là, ils réfléchissent, ils se disent, celui-là, il ne va pas céder en 48 heures comme un Hollande, il ne va pas céder en 48 heures comme un Tsipras, il vaut mieux faire attention parce qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Et en effet, j'en suis capable. Je n'ai pas d'attache avec cet ordre du monde, avec ce système. Je n'ai pas de sympathie pour lui, parce que je le trouve violent, brutal, et s'il venait à prendre fin, ça ne me chagrinerait pas. D'autres, si. Il y a des gens qui disent, vous êtes fous, c'est magnifique comme ça, c'est grâce à ça qu'il y a de la découverte. C'est pas mon avis. Alors, c'est vrai que l'ordre du monde est plus simple pour les thèses que je soutiens. C'est la raison pour laquelle, sur la question européenne, après avoir longuement discuté avec beaucoup de gens autour de moi, nous sommes revenus à une attitude qui disait, si on en fait un sujet idéologique, on a perdu d'avance. Parce que ça ne fonctionnera jamais, c'est une discussion abstraite, le ton va monter inutilement. Si on prend par la méthode de l'opt-out, on est dans une crise positive, c'est-à-dire je pose un problème et on essaye de le régler. Il y a un cas où ça ne se réglera pas, c'est si vous me demandez de renoncer à mon programme. Parce que, contrairement à ce qu'a dit M. Juncker une fois, il avait dit qu'il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités. C'est-à-dire qu'on ne peut faire aucun compromis avec Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un peu ce que la gauche vous reproche, Hollande. Oui. Moi, j'aimerais bosser avec Mélenchon, mais en fait, on ne peut jamais faire de compromis. Est-ce que vous n'avez pas besoin, est-ce que vous êtes sincère quand vous dites jamais ça sera comme ça? Vous êtes dans une position de rapport de force ou à un moment donné vous seriez prêt? Mais tous les syndicalistes du monde comprennent mon attitude. J'ai jamais entendu quelqu'un entrer dans une négociation en disant vous souciez pas, je vous céderai en cours de route. Ça n'existe pas. Voilà. C'est ceux qui décident. Mais il y a bien une négociation, mais donc un compromis. Par la force des choses, on négocie. Mais si vous voulez, je n'ai pas l'intention de renoncer à l'indépendance militaire de la France, je n'ai pas l'intention de renoncer à notre programme spatial, je n'ai pas l'intention de renoncer à la souveraineté alimentaire. Voilà, qui va m'obliger à dire « Ah non, non, monsieur Mélenchon, vous allez obliger les Français à manger des légumes pleins de glyphosate, ça vous fait un bien fou, et puis vous continuerez à laisser rentrer des produits qui sont sursucrés et qui rendent malade tout le monde du diabète, parce que vous n'avez qu'à faire comme tout le monde, enfin, vous n'êtes pas capable de compromis. » C'est ça qu'on me dit. Eh ben alors si c'est ça, alors la réponse est non. Mais je pense que les gens sont plus raisonnables, ils essaieront de trouver une pente dans laquelle ils y trouvent leur compte. Quant à la coalition allemande, son principal défaut est d'être allemand, si j'ose dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne s'intéressent qu'à eux, c'est normal. Madame Merkel, moi je n'ai aucun reproche à lui faire, elle a défendu la position politique de la droite allemande et elle a été élue pour ça. La question bizarre, c'était quand on élisait des gens de gauche en France qui faisaient la politique de la droite allemande. Bon, là il y avait un problème. Aujourd'hui donc, vous avez un accord de gens avec qui on n'est pas d'accord. Par exemple, on parlait de la défense tout à l'heure, ils disent la défense c'est l'OTAN. Bon, ben, très bien, c'est pas notre avis. Ils disent les pesticides, autant que de besoin. Ah ben non, on connaît cette formule, ça veut dire que vous allez en mettre partout, vous allez continuer comme avant. Et je pourrais prendre comme ça quelques exemples. Qu'est-ce qui est bon pour l'Allemagne de demain? La première, c'est qu'elle règle son problème démographique, puisque eux-mêmes titrent dans leurs journaux qu'à ce rythme-là, il n'y aura plus d'Allemagne, parce qu'il n'y aura plus d'Allemands.
La dénatalité en Allemagne est un problème immense. Donc comment faire? Alors sauf à forcer les gens à faire des enfants, je ne sais pas très bien comment on fait un truc pareil, ils n'ont qu'une solution, intégrer des gens qui arrivent chez eux et les transformer en Allemands, comme nous-mêmes nous le faisons, les Français. Ben, nous, ça fait 2 siècles que nous exerçons le droit du sol, et eux, c'est le droit du sang. Ben, maintenant, il faut qu'ils changent. Ils iront vers la position française. C'est pas nous qu'allons aller vers la position allemande, n'en déplaise à des Zemmour et compagnie. Voilà. C'est un exemple. Deuxièmement, il faut qu'ils s'occupent de leurs infrastructures matérielles. Les ponts, les routes, tout ça est en état désastreux. En Allemagne, qui fait des économies sur tout. Bon. Et s'ils faisaient ça, à ce moment-là, ça revitaliserait l'économie européenne. Un grand plan de relance européen. Il faut qu'eux commencent et le fassent chez eux. Donc on ne leur demande pas de venir faire nos routes. Ils sont tellement arrogants qu'on a entendu Mme Merkel un jour dire « Il n'y a pas de raison qu'on travaille, nous, pour payer les retraites du Sud, mais on vous a rien demandé. Les retraites du Sud, on se les paye tout seul, on n'a pas besoin de l'Allemagne pour se les payer. » C'est donc une accusation purement gratuite et méprisante à l'égard de l'Europe du Sud. Les Allemands doivent maintenant être plus soucieux des autres. Et ils ne se sont occupés de personne quand ils ont décidé de faire la réunification. Ils ont augmenté leur taux d'intérêt d'une manière absolument inouïe. Et nous, Français, à courir derrière, on s'est fait étrangler. Ça nous a coûté un fric fou, cette histoire-là. Ils ne s'occupent jamais de personne. Ils décident, quand ils arrivent quelque part, vous êtes certains qu'ils vous prennent tout. Ils rentrent dans Airbus, aussitôt ils n'ont qu'une idée. C'est transformer ça. Vous savez qu'on ne pourrait plus faire Airbus aujourd'hui, hein, parce qu'on ne pourrait plus faire les avances qu'on a fait autrefois. Autrefois, on payait d'avance des avions, ces avances remboursables. Hein. J'aime mieux vous dire que le remboursement, on l'a attendu un moment. C'est fini tout ça. On fait des fusées, ils sont avec nous, un jour ils payent plus que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Paf, ils veulent arrêter le programme. Ça, c'est le comportement habituel des Allemands. On ne va pas leur reprocher. Ils se comportent comme des Allemands qui ont un programme politique annoncé et voté par le peuple allemand. Eux, quand les Allemands votent un programme, eh ben, ils l'appliquent. Ben, nous, la nouveauté, c'est quand les Français vont voter mon programme, nouveauté, il s'appliquera. Alors, Jean-Luc Mélenchon, pour conclure, est-ce que vous faites encore peur à la bourgeoisie? Qu'est-ce qui reste de Mélenchon qui fait peur? L'ISF que vous voulez doubler ou tripler? Et comment vous voulez le faire, d'ailleurs? Parce que vous savez, Mitterrand, qu'il avait fait le premier, il avait exonéré l'outil de travail. Si vous rétablissez l'ISF, est-ce que vous exonérez l'outil de travail? On va faire les choses raisonnablement, ne vous inquiétez pas. Mais on le fera progressivement, parce qu'il y a riche et riche. Hein. Par exemple, l'indemnité d'un parlementaire, moi, mon résultat mensuel, c'est 4 200 €. Je fais partie des gens, la petite catégorie de gens très bien payés de ce pays. Hein, une paye de cadre supérieur. Bon, cela dit, entre gens qui ont des sous, ça les fait rigoler. Un salaire de cette nature. C'est 2 fois le revenu moyen, qui est 2000 et des choses, d'accord? Donc il y a des écarts dans la fortune. Donc ceux qui sont tout en haut vont en effet payer beaucoup. Ça c'est clair, je ne vais pas le cacher. Donc s'ils veulent à tout prix avoir peur, qu'ils aient peur de ça. S'ils s'intéressent à leur patrie, ils pourraient avoir un peu moins peur. Surtout quand ils ont affaire à quelqu'un qui leur dit, voilà, nous planifions, nous prévoyons. J'ai la pratique de l'économie concrète, plus que beaucoup d'autres qui font des phrases. J'ai été ministre de l'enseignement professionnel. J'ai donc négocié avec à peu près toutes les branches patronales du pays. Le plus important, c'est pas les cotisations sociales, je sais pas quoi, les impôts, tout ça. C'est des histoires d'argent. L'argent, il y en a toujours. Ce qui compte, c'est ce que savent faire les gens. Et on négociait. Qu'est-ce qu'on mettait dans les diplômes? Qu'est-ce qu'on mettait dans les qualifications? Monsieur Macron a tout fait exploser. Hein. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien de négocier, pour la raison que vous n'êtes pas en état de négocier dans une entreprise, vous n'avez pas le rapport de force. Je rétablirai le principe de faveur. On a le droit de faire un accord dans l'entreprise que s'il est meilleur que la branche, et on a le droit de faire un accord dans la branche que s'il est meilleur que la loi. Voilà, ça c'est clair. Et pour le reste, je promets à tous ceux qui fabriquent quelque chose qu'ils auront la main-d'œuvre formée à haut niveau disponible pour le faire. C'est-à-dire un système d'enseignement professionnel dont je voudrais rappeler que je suis le seul à proposer que tous les élèves reçoivent une indemnisation dès leur première année égale à 1 000 €, de manière à ce qu'ils puissent faire que ça, étudier et être à bon niveau. On rétablira évidemment le bac professionnel en 4 ans, et ensuite tous les étudiants, donc inclus ceux qui sont BTS, ceux qui sont en IUT et dans toutes ces filières, parce que, vous savez, dans l'enseignement supérieur, ça se fait pas de le dire, mais tout est professionnel. Une école de médecine, c'est professionnel. Une école de droit, c'est professionnel. Une école de littérature, c'est professionnel, parce que ça débouche sur des métiers. Donc, moi, avec moi, ce dont vous êtes certain, c'est que je sais où est l'essentiel de la richesse, c'est le travail. Et que le travail, c'est un travail qui est toujours qualifié. Aujourd'hui, tous les métiers sont des sciences pratiques. Ça, pour moi, c'est la prunelle de nos yeux. Les Français, on n'a que ça.
on n'a pas de matière première et on n'a pas l'intention d'aller la voler chez les autres. Donc nous ne sommes pas des aventuriers militaires. Voilà. Donc, moi, la valeur travail, j'en ai assez de voir des gens faire des gargarismes avec ça, parce que ça veut dire travailler dur et fermer sa grande bouche. Non, pour moi, la valeur travail, c'est la valeur de la qualification qui est acquise par les travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les gens raisonnables, même s'ils me combattent politiquement, peuvent avoir un intérêt à discuter avec moi et à travailler dans le cadre de cette économie mixte et de la planification écologique, parce que tout le monde y trouvera son compte. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, merci Marc pour cette nouvelle interview. On se reverra peut-être dans la suite dans la campagne. Avec plaisir. Merci beaucoup.